suis lancé dans un sujet un titre déjà qui m'a impressionné moi-même, humanisme et constructionnisme. C'est un projet assez lourd, mais enfin, je vais essayer d'en dire quand même quelques, quelque chose. Alors, par humanisme, j'entends tout ce qui relie les humains. D'ailleurs, je me réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour qui l'idéal est un rapport fraternel entre les humains. Et effectivement, j'aime relier. Et ma carrière s'en ressent, hein. Euh, donc, puisque effectivement, je suis médecin, je suis psychiatre, enfin psychiatre, comme l'a rappelé Claude, assez particulier. Mais j'ai d'abord été thérapeute d'enfants, puis psychanalyste, puis systémicien, puis constructiviste, mais sans renier mes expériences précédentes. Toutes sont des approches qui relient l'homme avec lui-même et aussi et surtout les humains entre eux. Et je peux dire que je remercie profondément Grégoire Vitry qui donne l'occasion de rappeler ces valeurs dans un monde de plus en plus fracturé. Ma carrière, je suis pas un jeune homme puisque ma carrière a démarré dans les années 60 et où la psychanalyse était la religion d'État. Mais en fait, j'avais même avant, vers l'âge de 14 ans, j'avais lu La science des rêves. Ça s'appelle maintenant ça s'appelle l'interprétation des rêves. Et j'avais été séduit par la découverte freudienne la plus importante à mon avis, qui est un symptôme à un sens, c'est-à-dire donner un sens à ce qui apparemment est de l'insensé. Et à partir de ça, j'en ai conclu qu'au fond, rien ne vient de rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose paraît ne pas avoir de sens qu'il n'en a pas. Simplement, il faut le trouver. Et donc, j'ai exercé, donc, comme on a dit, comme différentes positions. Donc, psychanalyste pendant une époque et surtout, j'ai été responsable d'une unité pour patients profondément enfoncés dans la psychose pendant plus de 30 ans. Une expérience extraordinaire où on travaillait avec essentiellement des patients qui avaient été multi-hospitalisés, multi-traités. On avait trouvé, avec un ami, on avait trouvé une façon de travailler originale, mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi, c'est-à-dire une certaine irrévérence quant aux normes ou aux habitudes qui sont appelées des normes. Et bon, je peux en dire deux mots quand même, parce que c'était quand même assez original. On avait un centre rue Liège à Paris, une pièce, le principe de base de notre travail, ça a été que tout était interdit aux soignants. On était parti de l'idée que les patients étaient pas maltraités ou qu'ils avaient... Non, au contraire, ils avaient subi tout et le contraire. Et notre idée, c'était de créer un vide thérapeutique, c'est-à-dire une possibilité pour eux, alors que c'était des gens extrêmement enfoncés dans la psychose, certains n'avaient même pas de langage, et puissent peut-être, et le mot émerger est important parce il m'a poursuivi dans toute ma carrière, hein, que de là puisse émerger une demande. Et notre travail consistait essentiellement à rester dans une même pièce avec nos patients et comme une salle d'attente, mais un être avec, et qui effectivement a fait qu'à bout d'un certain temps, certains de nos patients commençaient à s'énerver un petit peu, mais pourquoi on reste là toute la journée? Moi, j'ai dit, écoute, la sortie, elle est là. Enfin, finalement, d'ailleurs, à un certain moment, tous nos patients étaient au café du coin, et pour eux, c'était déjà un pas très important.
Et alors, par contre, plus on était content de nous, plus on avait l'impression que notre orientation était positive, on a été extrêmement surpris de rencontrer le moins qu'on puisse dire, des résistances du côté des familles, avec des coups de téléphone extrêmement curieux. Écoutez, il faut absolument réhospitaliser mon fils, le petit avait quand même dans les 45 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, figurez-vous qu'il a voulu choisir son programme télé hier soir. Ah, et une dame qui nous appelle en disant, écoutez, ma fille, ça va pas bien du tout. Figurez-vous qu'elle veut venir au centre toute seule. Alors, ben, sa maman l'accompagnait tous les jours. Et, et on savait pas quoi faire, hein. On est dans les années 70. Et on avait comme modèle pour travailler avec les familles pas grand-chose. La psychanalyse, ça marchait pas. L'antipsychiatrie, on voyait très bien que c'était une voie euh, qui n'allait pas fonctionner parce qu'on allait vraiment euh, rentrer en conflit avec les familles. C'était pas du tout ce qu'on cherchait. Jusqu'au moment où, par hasard, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Ziggy Hirsch, qui est thérapeute en Belgique, qui est très très connu en Belgique. Et mon cher Ziggy, que je fréquente toujours, il a 100 ans maintenant et il reçoit toujours des patients et il a un groupe en supervision. Il me dit, mais Robert, il existe la thérapie familiale. En France, on n'en avait jamais entendu parler. Et donc, j'ai créé à l'époque le premier groupe de formation à thérapie familiale d'orientation systémique, pas analytique du tout, enfin du tout. C'est pas tout à fait le mot que je voudrais dire, mais enfin, disons, c'était d'orientation systémique, donc avec Ziggy Hirsch comme formateur, et ça, c'était mon entrée dans la systémie. Et donc, dans la suite, ce qui m'a, encore une fois, j'aime bien relier, je me suis demandé, au fond, est-ce que c'est vraiment, alors on apprenait effectivement qu'il existe un contexte. Alors ça, c'était une nouveauté. Et je me suis dit, ben, d'accord, mais et l'analyse, qu'est-ce qu'elle devient là? Et puis, donc, j'ai produit mon premier bouquin sur clinique qui était L'autre demande, psychanalyse et thérapie familiale, où j'essaie de montrer quels sont, qu'est-ce qu'il y a en commun et surtout comment on peut distinguer je dirais, le choix d'une orientation. Est-ce que doit envoyer quelqu'un en thérapie individuelle ou en thérapie analytique, ou est-ce qu'on doit proposer une thérapie familiale? Et là, j'ai repris la notion de demande, et ça, c'était un de mes articles qui est probablement le plus répandu, où je montre que, au fond, il y a les mêmes éléments, mais ce qui fait que quelqu'un va profiter d'une analyse, c'est que d'abord, il va demander lui-même à être aidé à ce niveau-là. En plus, il présente une difficulté, un symptôme, et troisièmement, il en souffre. Donc ces trois éléments sont réunis chez la même personne, et donc que dans ces situations-là, une prescription d'analyse paraît tout à fait, ou d'une thérapie personnelle, une autre orientation peut être tout à fait valide, thérapie individuelle. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les mêmes éléments existaient dans la famille, parce que dans les familles, il y a un qui va, qui est celui qui a l'initiative de la demande. J'appelle ça l'allégation, c'est-à-dire là aussi ce que les gens ont trouvé pour demander de l'aide. Mais c'est une autre personne qui va être désignée comme le symptôme, ce qu'on appelle le patient désigné. Et puis, il y en a, quand je pose la question, mais qui souffre le plus? C'est pas le patient. Alors, c'est souvent la maman, donc, on a les éléments de la demande, c'est-à-dire l'allégation, le symptôme et la souffrance, mais dans un groupe. Et là, effectivement, une approche individuelle sera probablement peu valable. Donc, une approche systémique, une approche contextuelle s'oppose, se paraît tout à fait adéquate. Donc, je me suis trouvé face à une complémentarité entre, donc, mais avec une différence hein, qui est la psychanalyse, le symptôme a un sens, dans l'approche systémique, le symptôme a une fonction dans un contexte.
donc des approches complémentaires. Et ces deux approches ont en commun quand même que, que les deux sont, je dirais, humanistes, parce que les deux sont des façons de traiter la souffrance psychique individuelle dans un cas, collective, enfin groupale, familiale ou de couple dans un autre. Et, euh, et donc, à l'époque, quand on a commencé à travailler comme ça, si je retrouve mes papiers, euh, on était accompagné par la psychiatrie qui avait une vision assez proche. Le DSM-4, qui est la Bible de la psychiatrie, à l'époque, était humaniste. Je vais vous dire ce qu'écrivait donc, ce qui est écrit dans le page 22 du DSM-4. Il n'y a pas de preuve du fait que chaque catégorie de troubles mentaux soit une entité autonome avec des frontières absolues, la séparant d'autres catégories de troubles ou même d'une absence de troubles mentaux. Donc, il voyait les symptômes comme, au fond, l'extrême d'un continuum, dans une continuité. Donc, ça restait de l'humain. Euh, et donc, en fait, il y a eu, je dirais, une longue tradition humaniste en psychothérapie, en psychiatrie, pendant vraiment de nombreuses années. Et puis, ça a été bouleversé relativement récemment par une approche psychiatrique que j'appelle trumpiste. Vous me pardonnerez mais c'est trop tentant. Hein. Pourquoi trumpiste? Parce qu'elle consiste, face aux souffrances humaines, à diviser, classer, séparer, josifier, déshumaniser, enfermer les êtres dans des catégories diagnostiques avec des bases organicistes très peu scientifiques. Hein. Je peux vous citer par exemple un vrai généticien très connu qui est Arnold Munich qui écrit il n'y aura pas un gène de l'homosexualité, un gène de la violence, un gène de la schizophrénie, un gène de l'autisme. La personne humaine ne peut être réduite à son génome et nous sommes heureusement loin d'être déterminés par nos seuls gènes. Donc, mais malgré ces propos des scientifiques, hein, euh, ce mouvement est loin d'être, le mouvement trumpiste est loin d'être, euh, même s'il est critiqué, il prolifère. Euh, D'où l'importance, moi je trouve, de réunions telles que celle-ci, qui est un rappel à l'humain dans sa souffrance. Elle met la souffrance au milieu de notre approche et pas le symptôme. D'autant que, donc, alors, je ne vais pas développer le, la vision systémique que Grégoire et Claude ont déjà présentée. Donc, je vais arriver directement à ce que le constructivisme a pu apporter en complémentarité, en complémentaire de systémisme. En quoi le constructivisme peut être un atout dans cette prise en charge de l'humain. Alors, ce constructivisme, c'est ce qu'on appelle aussi le constructivisme radical, c'est la théorie, le support théorique de cette approche est essentiellement dû à Heinz von Förster, qui est un chercheur qui est très connu aux États-Unis ou dans les pays nordiques et malheureusement pas très connu en France. Et qui a apporté cette théorie. Alors c'est amusant parce que c'est Monier Caïm qui a fait sa connaissance et Heinz est venu en Europe regarder, enfin en France, regarder des séances et donc
a favorisé l'utilisation de son modèle comme outil thérapeutique. Il y a eu une conjonction là entre la science et la thérapie tout à fait impressionnante, très touchante. Alors, pour, je vais vous lire un conte. Je vais vous lire un conte. Euh, un conte qui est d'Anatole France. Je dirais que Anatole France a été vraiment un anticipateur du constructivisme. Je vous lis le conte. Écoutez cette fable. Un jour, un miroir dont la surface était parfaitement plane rencontra dans un jardin un miroir convexe. Je vous trouve bien impertinent, dit-il, de représenter la nature comme vous le faites. Il faut que vous soyez fou pour donner à toutes les figures un gros ventre avec des pieds, des têtes grêles et changer toutes les lignes droites en lignes courbes. C'est vous qui déformez la nature, répondit avec humeur le miroir convexe. Votre plate personne s'imagine que les arbres sont tout droits parce qu'il les fait tels et que tout est plan hors de vous et comme vous. Les troncs d'arbres sont courbes, voilà la vérité. Vous n'êtes qu'un miroir trompeur. Je ne trompe personne, reprit l'autre. C'est vous, compère convexe, qui faites la caricature des hommes et des choses. La querelle commençait à s'échauffer quand un géomètre passa par là. C'était, dit l'histoire, le grand d'Alembert. Mes amis, vous avez raison et tort tous les deux, dit-il au miroir. Vous réfléchissez tous deux les objets selon les lois de l'optique. Les figures que vous en recevez sont l'une et l'autre d'une exactitude géométrique. Elles sont parfaites toutes les deux. Un miroir concave en produirait une troisième, fort différente, tout aussi parfaite. Quant à la nature même, nul ne connaît sa figure véritable. Il est même probable qu'elle n'a de figure que dans les miroirs qui la reflètent. Apprenez donc, messieurs les miroirs, à ne pas vous traiter de fous parce que vous ne recevez pas le même reflet des choses. C'est un conte extraordinaire. Le constructivisme est là-dedans, parce que, effectivement, quand, par exemple, dans le cadre d'une supervision de groupe, quelqu'un présente une situation et qu'on demande l'avis aux différents participants, on va avoir plusieurs lectures, plusieurs visions, plusieurs propositions thérapeutiques. C'est-à-dire que chacun se relie, et ça, je vais le redire là, chacun a regardé la situation avec un prisme différent. Alors, je vous conseille fortement l'article de Von Förster qui s'appelle La construction d'une réalité, où justement il démontre ça. Il montre que la perception est le fruit d'une interaction. C'est-à-dire que si j'ai essayé de le dire à ma façon, c'est-à-dire d'une façon un peu simplifiée, c'est-à-dire que nous nous programmons nous-mêmes, ou nous sommes programmés par l'enseignement quelquefois, pour voir les choses d'une certaine façon, et c'est une façon parmi d'autres possibles. C'est pas donc la question, comme pour les miroirs, la question n'est pas la vérité d'une vision, mais sa fonctionnalité. C'est-à-dire, on va se poser la question de la vision qui est pragmatiquement la plus utile dans une situation rencontrée. C'est-à-dire, on est rentré d'une éthique de changement à une éthique de choix. C'est-à-dire choisir la lecture parmi possibles qui apportera le plus de compréhension. Donc, je dois dire que c'est pas tout à fait nouveau, hein. Piaget a dit des choses assez analogues quand il a il appelait ça pas des modèles de pensée, mais il appelait ça des schémas, donc des structures mentales. Mais ça revient à peu près à la même chose. Donc Piaget est aussi donc
très connu de von Förster, qui s'est pas mal, s'est beaucoup inspiré de lui. Alors, à partir de cette pensée de apportée par le constructivisme, d'une, j'étais un petit peu, oui, je vais quand même dire un petit peu plus loin, c'est-à-dire, je me suis demandé, mais au fond, en fait, on parle de modélisation. Et Piaget en a parlé aussi, hein. Il a parlé aussi de modèle, pas seulement de schéma. On est dans la modélisation, mais qu'est-ce qui nous mène, qu'est-ce qui anime notre regard? Et donc, j'ai pensé que, comme d'ailleurs Grégoire en a parlé tout à l'heure, par exemple, qu'une modélisation causale linéaire va nous rendre causal linéaire, va nous faire croire qu'on est objectif et qu'on voit les choses comme elles sont et pas autrement. Voilà. Mais au fond, ce qui m'a intéressé aussi, c'est les autres lectures. Est-ce qu'on peut, à partir de là, en inférer qu'il y a plusieurs façons, plusieurs modélisations? Et effectivement, il y a plusieurs modélisations. Alors, la modélisation suivante, donc, la principe, c'est la modélisation causale linéaire, mais on s'aperçoit que c'est très souvent une prison. Je vais essayer de vous développer ça à partir d'une situation, ce serait plus simple. J'ai une situation là, j'ai pris un couple, euh, qui est, donc, sont deux êtres qui ont la soixantaine passée d'ailleurs, mais euh, ils se sont connus dans une école supérieure. Et ce qui a déterminé l'attraction qu'ils ont eue l'un pour l'autre, c'était que c'était des êtres un peu originaux. Ils marchaient pas dans la norme, mais puis ils étaient très fermes dans leurs convictions. Ils avaient des convictions politiques, des convictions, parce qu'on était et économiques aussi, puisque c'était le contexte de leur école. Donc une indépendance de pensée, une certaine aussi originalité dans leur tenue. Enfin, ils me racontaient tout ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a affaire à un couple où euh, les reproches fusent. On sent qu'ils sont pas très loin de la rupture. Madame reproche beaucoup à monsieur qu'il ne l'honore plus sexuellement, qu'il la néglige, qu'il la regarde plus. Et immédiatement, monsieur prend la parole et il dit, mais oui, mais il dit, ben, c'est parce que, c'est pas, écoutez, voilà, il hésite un peu, hein. Ma femme, elle a pris quelques kilos. Moi, je trouve que c'est pas sexy et elle refuse obstinément de perdre ses kilos. Alors, donc, c'est pas quelqu'un qui a plus de désir, mais c'est une rétorsion devant le refus de madame. Ce qui a un effet considérable, c'est-à-dire que madame explique qu'effectivement, j'ai pas envie de perdre mes kilos parce que je supporte pas d'être constamment contrôlé par mon mari dès que je mange. Dès que je mets une bouchée dans ma bouche, j'ai l'impression que je suis sous surveillance. Et d'ailleurs, c'est pas le seul domaine dans lequel mon mari intervient. Alors, là, vous voyez, on voit les deux très convaincus dans leur hypothèse. Et leur hypothèse, elle est, je dirais, cartésienne, hein. Je suis comme ça, je refuse les relations sexuelles parce qu'elle ne grossit pas, elle maigrit pas, pardon. Et madame dit, mais moi je maigris pas parce que il me néglige ou comme il me regarde plus, je vois pas, et puis qu'il me surveille, et puis que c'est insupportable, etc. Alors, vous voyez, je dirais que le vécu du thérapeute que je suis face à cette situation me dit, oui, effectivement, lui pourrait peut-être être un peu plus attentif à elle. Euh, et elle pourrait prendre même, c'est vrai bon, elle pourrait maigrir un petit peu.
Alors, quand je dis ça, je fonctionne comme eux. C'est-à-dire eux et moi, nous sommes enfermés dans une pensée purement causale linéaire. A entraîne B. Madame dit, si ça intéresse à moi, ben, je perdrai mes kilos. Monsieur dit, si Madame perd ses kilos, je m'intéresserai à elle. On a affaire à deux propositions causales linéaires. Et euh, alors, c'est très intéressant parce que c'est contagieux. Euh, Quand je travaillais à Paris, j'avais un groupe de formation et il m'arrivait de recevoir comme ça des gens, on a reçu beaucoup de couples. Et les étudiants étaient derrière le miroir et observaient ce qui se passait. Et il m'arrivait, on faisait des coupures dans les séances pour que je puisse entendre aussi la vie des étudiants. Donc, je vois un couple qui était à peu près comme celui-là, par exemple, et puis je rejoins les étudiants, et à ce moment-là, je pouvais dire, ah bah oui, lui, alors, franchement, il n'est pas sympa, il pourrait faire un effort, puis elle, alors, bon, pour sa santé, ce serait... Oui, des pensées parfaitement causales linéaires. Alors, les étudiants sont un peu surpris. Je dis, voilà ce qu'ils m'ont mis dans la tête. Maintenant, si je continue à penser comme ça, c'est pas la peine que je rentre en séance, je pourrais pas les aider. Donc, il faut que je pense autrement la situation. Et l'idée thérapeutique, c'est d'introduire d'autres lectures. Et là, en l'occurrence, par exemple, une lecture causale circulaire. Alors, le modèle causal circulaire a été introduit par Mara Selvini et effectivement consiste précisément à relier, encore une fois le mot relier, des propositions pour montrer que les deux propositions s'enchaînent en réalité. C'est-à-dire que le modèle de pensée qui est derrière, c'est la pensée cybernétique qui a été inventée dans les années 40-50 et qui consiste à modéliser. Donc c'est un modèle circulaire où chaque élément entraîne l'autre jusqu'à un certain moment où il y a ce qu'on appelle un feedback négatif qui remet les pendules à zéro et que le circuit peut recommencer. Mais c'est un modèle d'anticipation parce que si on parle d'humains qui se mettent dans des boucles comme ça, eh bien, on voit bien que chacun réagit pas seulement du fait de l'information qu'il reçoit, par exemple que monsieur a reçu le reproche de madame, il va réagir en fonction de ce qu'il sait que, que va être la réaction de sa femme à ce qu'il va dire. Il va dire effectivement, mais non, mais j'y suis pour rien, c'est toi qui te négliges. Et donc, madame va rebondir en disant, écoute, c'est insupportable comme tu me contrôles, etc., et, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, c'est un modèle à la fois où chaque élément reçoit des informations, mais aussi anticipe. C'est un modèle d'anticipation, c'est-à-dire anticipe ce que va être la réaction de l'autre. Alors, bien évidemment, c'est un cercle vicieux dont les gens n'arrivent pas à sortir. Alors, on fait émerger ça, encore une fois émerger, en faisant un questionnement qu'on appelle circulaire, où chacun peut raconter une scène de ménage, par exemple, comment ça commence, et là, on passe du pourquoi, qui était la base de la pensée causale linéaire, c'est pourquoi, on va passer au comment s'organisent leurs difficultés. Et là, chacun va raconter, mais très curieusement, bien évidemment, ils vont raconter la même chose, puisque cette scène de ménage, ils l'ont vécu les deux. Et à ce moment-là, je peux faire quelque chose d'extraordinaire, c'est redéfinir le problème. Le problème n'est pas que lui est comme ci ou elle est comme ça. Le problème, c'est qu'ils sont pris dans un jeu. Et ça, je peux l'exprimer. Je leur dis, écoutez, ça doit être extrêmement pénible, ces situations complètement répétitives. Et là, j'arrive à quelque chose d'extraordinaire. Les deux approuvent. Les deux approuvent. Et donc, c'est gagné. C'est-à-dire que on peut à ce moment-là redéfinir un problème, dire écoutez, bon, bah, la thérapie, elle va peut-être servir à ce que vous puissiez sortir de
de ces redondances. Une première étape est franchie. Alors, dans le constructivisme, donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que le constructivisme fonctionne avec l'idée des pluriréalités. Donc, maintenant, on va utiliser une autre logique pour continuer cette thérapie. C'est c'est de se demander, mais au fond, à quoi ça sert ce qu'ils font? Et je vois qu'ils tournent en rond, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à quelque chose d'extraordinaire, ça bloque le temps. Tant qu'ils sont dans ces répétitions, ils sont dans quelque chose qui ne bougera pas. Alors, arrive là une autre métaphore qui est qu'on peut appeler crise des changements. C'est-à-dire que un groupe humain, un couple, c'est un groupe humain, ré, rencontre régulièrement des événements qui vont imposer des changements. Et quand je dis changement, c'est pas un simple aménagement, c'est vraiment un changement, on change de niveau de fonctionnement. Donc, il y a des événements dans la vie des couples comme le départ des enfants grandis, des maladies, des décès, des problèmes professionnels, ou des problèmes plus graves d'ailleurs, qui peuvent être des migrations, et donc qui imposent un changement. Mais le changement, pour des raisons euh, qu'on ne connaît pas encore, est bloqué par le fait par les redondances. Donc là, on arrive à une autre lecture qui est proposée par von Bertalanffy, mais qui est aussi un scientifique qui a montré que si on met un ensemble de bulles de particules dans un contenant qu'on chauffe à un endroit, eh bien, les particules vont se répandre, vont modifier leur emplacement, euh, mais toutes, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez fait le changement ou chauffé juste dans un endroit, tout le contenu d'un ensemble, alors là c'est très important parce que ça, c'est un système, un ensemble, un contenant, une appartenance, eh bien toutes les particules vont se déplacer. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là où cette métaphore est fabuleuse, c'est que on ne peut pas prédire comment elles vont se déplacer. Alors là, on a l'entrée dans quelque chose qui est vertigineux, c'est-à-dire l'idée d'une approche non prédictive. Les deux premières approches, causalistes ou circulaires, sont prédictives. On sait en gros ce qu'on veut obtenir. Là, on va essayer d'introduire à l'intérieur de ce système, des éléments, on va chauffer à un endroit, si je peux dire, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va faire, et c'est Salvini qui avait inventé ça, l'équipe de Salvini, Chiquin, Boscolo, Prata, qui étaient des prescriptions de symptômes. C'est-à-dire qu'ils prescrivaient le symptôme en donnant de bonnes raisons. Par exemple, alors dans mon sujet, là, cette fois-ci, je ne vais pas dire du tout la même chose. Hein, l'outil, chaque lecture engendre des outils différents. Et là, effectivement, ce qui veut dire qu'on va faire, on pourrait faire, je ne dis pas qu'on va faire, hein, on pourrait faire une prescription de symptômes en tenant compte au fond, pourquoi il y a eu une crise. Qu'est-ce qui a fait que dans ce couple dont je parle, il y a une crise? Et on finit par avoir des informations, savoir que monsieur est à la retraite, il traîne toute la journée à la maison parce que madame refuse de partir en voyage avec lui, faire des voyages. Ce qui était son espoir à la retraite, c'était de faire des voyages avec elle. Et, euh, et elle s'y refuse. Et lui, alors, du coup, se sent un peu, il traîne à la maison. Et, euh, et, et pourquoi ça se passe comme ça? C'est que Madame, la mère de Madame est malade. Elle est tombée malade, gravement malade, d'un âgé, et elle peut pas, elle n'arrive pas à la quitter. Elle n'arrive pas à la quitter. Donc on a des éléments qui sont susceptibles, c'est ça, normalement, qui devraient
faire l'objet d'une crise et qui puissent trouver des solutions. Par exemple, ils auraient pu très bien elle aurait, partager, lui, que de temps en temps elle part en voyage, de temps en temps elle peut rester, etc. Manifestement, ils n'y ont pas pu. Et donc, on pourrait faire une prescription à ce moment-là euh, qui dit que, au fond, le, leur difficulté, donc leur répétition est justifiée. Voilà, ce serait à dire, voilà ce qui se passe entre vous, les difficultés, ben, d'une certaine façon, elles sont difficultés parce qu'elles vous empêchent finalement de vous confronter à quelque chose qui pour vous est extrêmement difficile, c'est-à-dire choisir entre les voyages et votre mère. Bon, ça permet de laisser le problème de côté. Alors, voilà ce que pourrait produire cette lecture. Maintenant, je vais en présenter rapidement une quatrième. J'ai le temps un petit peu encore. Une quatrième qui pour moi est la plus intéressante. C'est une autre métaphore, une métaphore qu'on a pris que chez Varela et Maturana, qui est donc qui ont inventé quelque chose qui s'appelle l'autopoïèse, qui est très très lié aussi à l'auto-organisation, comme Morin a pu en parler. Mais ce sont des biologistes et ils ont montré que le maintien de la vie, eux, ils parlaient d'une cellule, est lié à un mécanisme très particulier qui suppose une interaction entre les éléments de la cellule, mais une interaction où chaque élément a un effet sur les autres éléments, de leur permettre de se développer sans que l'élément premier se dédifférencie. Il n'y a pas de dédifférenciation, mais il y a un effet sur l'autre et du coup, c'est ce qui maintient finalement l'autopoïèse maintient une certaine homéostasie à l'intérieur du système qui le permet, pour eux, c'est l'origine de la vie d'une cellule, c'est ce fonctionnement auto-organisationnel qui se crée constamment du même chez les autres. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est pas très très facile à expliquer. C'est plus facile à. C'est-à-dire, là, ça pose une question extraordinaire. C'est l'origine des compétences créatives des individus, des couples, des familles. La plupart des familles et des couples, ils trouvent des solutions. Mais où ils se ressourcent pour ça? Et je me suis aperçu, à partir des constats de couples et de familles en difficulté, que c'était essentiellement des éléments fondamentaux que sont les mythes et les rituels. On a l'impression que le moteur de base de la créativité des humains, il est là. Pourquoi on s'en est aperçu? Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des couples en difficulté, c'est souvent que leur mythe, c'est-à-dire leur croyance en ce qui fait la spécificité de leur couple ou de leur famille, ont été altérés ou les rituels non respectés. C'est dit un peu vite, mais bon, je suis un peu lié par le temps, mais je peux en dire un tout petit peu plus. Ce qui fait la vie d'un couple, la vie d'une famille, mais prenons un couple comme ça, on va simplifier, c'est que le couple a créé un pôle de croyance sur ce qui soutient l'identité de leur cellule couple. Alors, par exemple, on a des couples où le mythe le plus important, c'est la confiance. Et or, si un ou l'autre va peut-être avoir une relation hors du couple, tout à coup, ça va attaquer le mythe de confiance. Et là, il va y avoir une crise, ça s'appelle une crise mythique, qui risque de faire éclater le couple.
C'est-à-dire qu'à s'attaquer à un mythe, à un mythe, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement difficile à soutenir. De même, les rituels, on ne se rend pas compte à quel point les couples ou les familles ont des rituels, même quand on est dans les familles ou un couple, on ne s'en rend même pas compte, ce sont des actions qui vous renforcent le sentiment d'appartenance. Et quand ils sont dénoncés, là aussi, il y a des problèmes. On a un magnifique exemple chez un auteur qui le raconte très très bien, où le rituel de son couple, c'est au spectacle ou au concert, il se tenait par la main. Et un jour, il va pour prendre, pendant un concert, monsieur va pour prendre la main de sa femme et elle la refuse. Et là, il a compris que son couple était fichu, il avait parfaitement raison. C'est-à-dire, ce sont les éléments vraiment fondamentaux des couples, c'est la source de la créativité, c'est ce jeu autopoïétique entre mythes et rituels. Si les mythes sont bien respectés, ça va renforcer le pôle des rituels, le pôle des rituels va renforcer le pôle des mythes, et c'est ce qui va maintenir. Là. Et donc, on peut, si on utilise cette modélisation, c'est la quatrième et la dernière que je vous présente aujourd'hui, il y en a d'autres. Hein. Euh, là, le thérapeute va être préoccupé, va lire la pathologie d'une autre façon que dans les trois façons précédentes. Il va il va se poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que ces gens n'ont pas été fichus de trouver une solution à leur problème, qui est un problème un peu stupide, alors que ce sont des gens très intelligents. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui les a mis en panne de créativité? Eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que, effectivement, ce qui les a mis en panne, c'est quelque chose d'extrêmement curieux. C'est que, et que j'ai pu utiliser dans la thérapie, à savoir que, au fond, ce qui leur avait plu à l'un et à l'autre, c'est que l'autre, chacun était, en italien, on dit testadur. C'était des gens qui défendaient leurs opinions, qui avaient des opinions, qui avaient une forte personnalité. Et ils savent très bien, l'un et l'autre, que c'est pour cette raison qu'ils sont choisis. Et donc, ce qu'il est possible, bon, ma préoccupation face à une situation comme ça, c'est comment je peux leur redonner ces capacités créatives, en sachant que c'est aussi une approche non prédictive, parce que au fond, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je vais faire quelque chose uniquement pour voir s'ils peuvent retrouver leur créativité. Et, euh, et là, je vais faire quelque chose que j'ai appelé une greffe mythique, c'est-à-dire une tentative de renarcissisation du couple afin qu'ils retrouvent peut-être ou qu'ils trouvent une des capacités créatives qui leur permettent d'émerger de la situation dans laquelle ils sont pris. Et donc, je m'entends dire à ce moment-là, écoutez, il y a un gros problème avec vous deux, c'est que la qualité qui fait que vous êtes choisis fait que vous êtes en panne aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes choisis parce que vous étiez tous les deux des fortes personnalités avec des convictions. Chacun sait, de vous deux, sait que chacun l'aime parce il est comme ça. Mais quand il s'agit de trouver une solution en commun, effectivement, ça pose un problème parce que ça veut dire peut-être une solution moyenne. Enfin, et ça vous ressemble l'un à l'autre. Donc, c'est très curieux. C'est une qualité de votre couple qui est en train de l'altérer. Et c'est extraordinaire, l'introduction du signifiant, donc, que je, qui concerne finalement le caractère indépendant de chacun, indépendant, le mot indépendant, les a complètement réveillés. Et c'est très, à peine j'ai fini de dire ça, qui se sont pris par la main et elle avait les larmes aux yeux. Bon, et la suite a été très intéressante, enfin vraiment pour eux en tous les cas. Donc, pour terminer mon petit exposé là, euh, j'avais même prévu une heure. Donc, ce qui est très important, c'est ça, pour le thérapeute, un thérapeute, c'est quelqu'un qui doit être capable de manier ces différents modèles. Chaque modèle, d'ailleurs, j'ai pas le temps de vous le décider, je fatigue là.
de le développer, mais chacun, c'est des modèles emboîtés, hein. Le causal linéaire est emboîté par le circulaire, le systémique brise les changements s'emboîte sur le circulaire et, disons, la deuxième systémie, auto-organisation, et emboîte le tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres lectures possibles. Il y en a. Actuellement, j'essaye d'introduire la lecture fractale d'après les œuvres de Mandelbrot. C'est un monde qui sera jamais fini. C'est même, et le plus important finalement, c'est que c'est pas un monde de vérité. On est comme les miroirs. On a le droit d'avoir des visions à condition qu'on sache qu'il y en a d'autres. Si je suis aveugle, si je ne suis pas, si je ne sais pas que je suis aveugle, dit von Förster, si je sais que je suis aveugle, alors je ne suis plus aveugle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sais qu'en dehors de ma vision, il y a d'autres visions possibles, à ce moment-là, je peux éventuellement voir les choses autrement. Parce que, au fond, ce qui risque les pathologies sont majoritairement liées à une lecture unique par le patient de ces troubles. Le gros problème, c'est qu'en face, il y a des psychiatres qui ont une vision unique de la pathologie. Donc, c'est deux malades ensemble. Et malades au niveau, si on utilise la lecture constructiviste. Et donc, le but finalement ultime de ce travail, c'est que dans cette interaction entre le thérapeute et son objet, qui peut être un individu, un couple, une famille, c'est d'enrichir leur perception afin qu'ils puissent retrouver leur capacité naturelle de créativité face aux problèmes qu'ils rencontrent.